Bonjour à tous. Nous souhaitons la bienvenue à tous les champions pour euh, cette session d'apprentissage qui est abritée par la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom du directeur coordinateur du Programme national de lutte contre le sida de la Côte d'Ivoire, remercier les champions du Kenya, du Nigeria, de la Tanzanie et de l'Ouganda, avec qui nous allons partager notre expérience aujourd'hui. Et remercier également le réseau d'apprentissage Sud-Sud qui nous a permis d'intégrer ce réseau pour pouvoir améliorer nos services de prévention. Donc aujourd'hui, nous allons faire un partage d'expérience sur le travail avec les forces de l'ordre dans la lutte contre les violations contre les populations clés. Et nous avons avec nous ceux qui vont participer, M. Eddy François, qui est juriste et il est assistant au service des populations hautement vulnérables du Programme national de lutte contre le sida. Nous avons également M. Gaë Monboy Désiré, qui est responsable de programme pour l'endroit des populations clés à l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Et puis, nous aurons M. Touré Claver, qui est le directeur de Alternative Côte d'Ivoire, qui va partager l'expérience d'une association identitaire dans la mise en œuvre d'une approche qu'on appelle l'approche LAILO. Je voudrais juste dire merci à chacun des participants et à tous ceux des membres de l'équipe pays qui ont permis de pouvoir préparer cette présentation. Merci à vous et puis bonne session d'apprentissage. Monsieur Eddy, à vous. Je pense que Monsieur Eddy rencontre des problèmes de connexion. Donc, je vais poursuivre alors. Et merci beaucoup. OK. Donc, compte tenu des difficultés de connexion que rencontre Monsieur Eddy, je vais poursuivre la présentation. Donc, nous allons faire un rappel de l'épidémie du VIH en Côte d'Ivoire en montrant parfois comment cette épidémie-là se déroule au sein des populations clés. Diapo. Diapo. Donc, concernant la prévalence du VIH, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire a une épidémie mixte avec une prévalence à 1,82% et que cette épidémie est concentrée au sein des populations clés et elle est généralisée au sein de la population générale de 15 à 49 ans. Donc, pour les populations clés, nous avons les travailleuses du sexe, les hommes qui ont un rapport sexuel avec d'autres hommes, les personnes transgenres et puis les usagers de drogue qui intègrent également les usagers de drogue injectables. Donc, vous voyez que cette prévalence qui est concentrée est des prévalences qui vont de 3 à 24%. Les transgenres ont une prévalence de 24,2%, les travailleurs du sexe 10,2%, les hommes qui ont un rapport sexuel avec d'autres hommes 10,7% et les UD 6,6%. On a d'autres populations vulnérables, comme on a identifié avec comme les personnes en situation de handicap, qui ont une prévalence de 2,9. On a les pêcheurs avec une prévalence de 3,4 et puis les personnes en uniforme qui ont une prévalence de 3%. On remarque que là, on a une prédominance féminine de l'infection à VIH qui est de 2,6 chez les femmes contre 1,0,6 chez les hommes. On se rend compte que cette prévalence est en dessous de 1% chez les adolescents et les jeunes qui tournent autour de 1,14%. Diapo. Allô? Ouais. Oui. Ah.
En matière de Oui, nombre, docteur Adengra, je suis prêt. ok, continue alors. D'accord. Donc, ici, le constat qu'on fait ici, c'est que la prévalence au niveau national est de 421 262 PVVIH avec 282 175 femmes, dont 67% des femmes. Ce qui explique que l'épidémie du VIH ce qui explique la féminisation de l'épidémie du VIH avec 18,241 000 enfants. Et donc, c'est ce qui s'explique sur le schéma ici, au niveau des hommes et au niveau des femmes. Sur le diagramme à gauche, nous avons plus de femmes infectées que d'hommes. Donc, voilà un peu l'explication qu'on pourrait donner. Et la partie à droite avec la cartographie de la Côte d'Ivoire, Abidjan 1, Abidjan 2. Et donc, le Grand Abidjan, à lui, se représente 38% de la population. Donc, avec 158 311 PVVIH. Au niveau des 47 districts, nous avons 80% des personnes qui vivent avec le VIH sur l'étendue du territoire au niveau des 47 districts. Diapo. Diapo. D'accord. Et en termes de nouvelles infections, nous avons 10 591 nouvelles infections au niveau des KEPI. Donc, ce qui explique que les KEPI, à eux seuls, concentrent l'infection à VIH du point de vue national. Nous avons 20% de nouvelles infections au niveau des femmes et 13% de nouvelles infections au niveau des enfants. Toujours 50% de nouvelles infections au niveau de la population clé. Donc ici, l'explication qu'on pourrait donner, c'est que la concentration du VIH se situe toujours au niveau des KEPI, dans des populations clés. Et donc, c'est cette population-là qui a haut risque de contracter l'infection à VIH du fait de leur orientation sexuelle, mais aussi du fait de leur pratique sexuelle. Mais en même temps, cette population aussi est confrontée à des barrières socio-culturelles. Donc, c'est au sein de cette population-là que se concentre, sinon que reste concentrée l'infection à VIH. Ensuite, nous avons 6,33% au niveau de... Nous avons six régions sanitaires sur les 33, donc au niveau qui concentrent l'infection à VIH. Et donc, Abidjan 1 et Abidjan 2, le Guerquer, le Haut-Sassandra, le Tongpi et San Pedro, à eux seulement concentrent 54% des nouvelles infections. Cela s'explique simplement du fait que Abidjan est la métropole et à San Pedro à elle, est la deuxième grande ville économique du pays. Et du coup, c'est une ville, n'est-ce pas, qui, du fait de son positionnement géographique, n'est-ce pas, attire les travailleuses et les travailleurs de sexe. Et donc, dans ces régions-là, l'infection à VIH reste aussi concentrée. Mais aussi, à côté de ces villes-là, il y a le Haut-Sassandra et le Tompi, qui sont aussi des zones d'orpaillage. Et donc, comme les activités des travailleurs de sexe sont des activités, les travailleurs de sexe sont très mobiles, donc elles convergent d'une ville à une autre ville du fait du gain qu'elles pourraient, n'est-ce pas, maximiser, n'est-ce pas, dans cette ville-là. Donc, c'est ce qui explique cela. Diapo. Okay. Ici, cette cascade, elle met en évidence les 3,95 en 2023. Et donc, comme on peut le voir, au niveau des cascades, il y a plusieurs bandes. Donc, les garçons, les filles, les adolescents, les femmes, les adultes. Donc, ici, il y a les personnes de tout âge. Donc, le premier 95, le deuxième 95 et le troisième 95. Donc, ce qu'il faudrait comprendre ici simplement, c'est que le premier 95, c'est la connaissance du statut sérologique. Et le deuxième 95, c'est le traitement. Lorsque vous connaissez votre statut sérologique, vous êtes tout de suite mis sous traitement. Et le troisième 95, c'est la suppression de la charge virale. Donc, vous avez une charge virale qui est durablement supprimée lorsque vous êtes dans les soins. Donc, c'est ce qui explique, n'est-ce pas, la cascade ici présente. Diapo.
donc, ici, c'est l'épidémie du VIH en Côte d'Ivoire. Donc, OK. Donc, la présentation de l'épidémie du VIH en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la situation, l'épidémie du VIH en Côte d'Ivoire au niveau des populations clés. Donc, ici, c'est la comparaison de l'étude IBBS 2014 et IBBS 2020. Et comme on peut le constater sur l'écran, les populations clés que nous connaissons avec l'étude qui a été faite au niveau des violences subies par ces populations-là, et donc les violences sexuelles, et nous avons au niveau des travailleurs de sexe, nous avons 35,8% pour l'étude IBBS 2014-2015 contre 37% pour l'étude IBBS 2020. Les violences physiques également, IBBS 2014-2015, nous avons 47,9% contre 82%. Au niveau du pourcentage des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, donc les MSM, IBBS toujours 2015 contre IBBS 2020. Au niveau des violences sexuelles, nous avons enregistré 21% en 2015 contre 4,4% en 2020. Au niveau, c'est une population également qui subit aussi des violences physiques et psychologiques. Donc, les HSH sont souvent victimes de violences psychologiques du fait du rejet par la société, qui ne sont pas acceptés par leurs différentes familles. Et même il y a les barrières socio-culturelles également, auxquelles les HSH sont confrontés, le problème d'emploi, le problème d'instabilité. Donc ici, il y a les violences sociales. On pourrait même ajouter aussi les violences émotionnelles et psychologiques. Donc ici, 9,4% IBBS 2014-2015 et contre IBBS 2020, nous enregistrons 4,8%. Au niveau des usagers de drogue, IBBS 2020, les usagers de drogue sont victimes de toutes sortes de violences. Donc ici, nous avons pu enregistrer 56,1% de violences. Donc ici, il s'agit des violences physiques, des violences psychologiques, des violences, des harcèlements, en tout cas, toutes sortes de violences subissent les personnes usagères de drogue du fait de leur activité. Et donc, du fait de la consommation des substances psychotropes. Donc, ici, les usagers de drogue sont victimes de toutes sortes de violences. Et à côté de cela, il faut dire même qu'elles n'ont pas accès aussi aux soins de santé du fait de la consommation de la drogue, donc du fait de leur apparence de personnes dangereuses. Et le pourcentage au niveau des violences subies par les personnes transgenres, les personnes transgenres également sont victimes d'harcèlement et donc de violences verbales, 82,2%, de violences physiques, 52,2%, et de violences sexuelles. Donc, elles sont victimes de violences sexuelles et donc victimes de VBG, d'agressions et de toutes sortes de violences également. Donc, ici, on enregistre également 29,2% au niveau des personnes transgenres. Diapo. Et donc, ici, c'est la situation des droits humains en lien avec le VIH en Côte d'Ivoire. Donc ici, nous avons l'index stigma 2,16 qui a été réalisé ici en 2020. Donc ici, la stigmatisation du point de vue national, en 2016, nous étions à 40%. Et en 2020, nous étions entre 30 et 57% en fonction des régions. Donc ici, comme on peut le constater sur la cartographie, il y a certaines villes du pays, et donc dans l'ouest du pays, le Cavalier, dans le sud du pays, le Boclé, et dans le centre du pays également, il y a des stigmatisations dans ces différentes villes-là. Et on peut le constater ici sur la cartographie. Seulement, c'est que dans les parties en blanc sur la carte, c'est dans le Grand Nord. Et dans le Grand Nord, les enquêtes que nous avons menées n'ont pas pu obtenir de résultats parce que dans ces zones-là, ce sont des zones, je dirais, en griffe musulmane où
il a été difficile de mener les investigations parce que ce sont des populations qui sont moins tolérantes que les populations du Sud. Donc, en termes d'enquête, nous n'avons pas pu avoir de données dans ces régions-là. Parce qu'avec la religion, avec la religion, les travailleurs du sexe, les personnes transgenres, les usagers de drogue sont tout de suite rejetés, donc ne sont pas acceptés par leurs différentes familles. Et donc, dans ces régions, on n'a pas pu obtenir, n'est-ce pas, de résultats. Cependant, dans la région du Cavali, dans la région du Guekel, nous avons pu avoir quand même les résultats dont je vous ai partagé. Diapo. Donc ici, les mesures nationales de lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Diapo. En ce qui concerne les mesures nationales de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, ici, en octobre 2021-2026, nous avons pu, il y a la réduction de la stigmatisation et de la discrimination. La réduction de la stigmatisation et de la discrimination. La prévention également et la réponse nationale. J'avoue que c'est... Ici sont les mesures nationales que le pays a mis en place pour réduire, pour lutter contre les violences faites aux populations clés et au PVVIH. Dans ces mesures nationales, on a notre plan stratégique qui, dans son impact 3, qui a mis un accent sur la réduction de la stigmatisation et la discrimination, tout en respectant les droits, en renforçant les droits humains pour renforcer la lutte contre le VIH en matière de prévention et de réponse nationale. Donc, parmi ces mesures, nous avons les campagnes nationales pour la sensibilisation des populations générales sur les droits humains à l'endroit des populations clés des PVIH. Nous avons les campagnes nationales pour présenter l'infection à VIH comme une maladie chronique ordinaire en vue de réduire tout ce qui est stigmatisation et discrimination. Nous avons également des sensibilisations, Docteur Adengra, je peux continuer, s'il te plaît? Non, c'est bon, c'est bon. Là, j'ai terminé. OK. Nous avons également les sensibilisations des acteurs du parcours juridique ainsi que les leaders communautaires et les prestataires de soins en matière des droits humains avec une spécificité sur les populations clés. Également, comme action, mesure nationale pour lutter contre les violences faites aux populations clés, nous avons tout ce qui est renforcement des capacités des prestataires de santé en matière de droits humains avec une spécificité sur les populations clés. Dans ce domaine, nous avons un module de formation continue pour les prestataires de santé et nous sommes dans un processus d'intégration dans les formations de base, un curricula d'intégration dans les formations de base pour tout ce qui est prestataire de soins. Il s'agit des médecins, il s'agit des infirmiers, il s'agit des assistants sociaux. Diapo. Je peux continuer? Diapo? Docteur Adengra, je peux continuer? Non, c'est bon. Diapo? OK. Nous avons également des sensibilisations pour les populations clés en elles-mêmes et les populations VIH pour leur apprendre tous leurs droits et surtout les mesures de recours en cas de violation. On a des activités de plaidoyer pour lever tout ce qui est barrière politique et légale qui limite l'accès des populations clés aux services de santé en général.
Et dans ce cadre-là, on a pu adopter la loi VIH. On a pu une loi qui permet de la prévention, la protection et tout ce qui est réprimande contre les violations des droits humains en matière de VIH. Nous avons pu également supprimer l'article dans le code pénal qui donnait une double peine au MSM dans le thème d'un attentat à la pudeur. Ensuite, nous avons pu adopter tout ce qui est injection thérapeutique dans la loi sur tout ce qui est trafic de drogue illicite. On a mis en place également un observatoire droits humains qui est géré par la société civile et on a un programme national de lutte contre les violences basées sur le genre qui est l'idée par le ministère en charge de la femme, de l'enfant et de la famille. On a également une digitalisation de la notification des cas de violation des droits humains à l'encontre des populations clés et des PVIH. Cette digitalisation qui a été faite permet, derrière tout ce qui est notification sur cette plateforme, il y a des associations, il y a la LIDO et tout cela qui sont derrière pour apporter le recours qu'il faut pour ces populations clés qui vont notifier les cas. On a une prise en charge gratuite médicale, légale et judiciaire et juridique pour les soins en temps réel grâce à la digitalisation pour tout ce qui est notification. On a également des hébergements temporaires, des sites temporaires pour pouvoir prendre en charge toutes les populations clés qui sont les victimes des violences. Diapo. Et toujours en matière de mesures nationales, nous avons des conduites régulières d'études qui nous permettent de pouvoir apprécier le niveau de stigmatisation et de discrimination pour guider notre réponse nationale. Donc, on a l'index Stigma, on a l'étude sur lever les barrières, etc. On a un groupe de travail droits humains qui est un organe de réflexion en matière d'analyse et de réflexion des données pour orienter la réponse nationale en matière de lutte contre les violences ou bien de violation des droits humains. On a tout ce qui est surveillance dirigée par la communauté, qui intègre tout ce qui est indicateur de violation des droits humains. Et puis, nous avons constamment l'appui technique et le support technique de l'Association des femmes juristes en Côte d'Ivoire et de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Diapo. Donc, maintenant, nous allons vous présenter l'approche parmi nos mesures nationales de lutte contre les violations ou les droits humains à l'endroit des populations clés. Nous avons mis en œuvre une approche qu'on appelle l'approche LAILO et nous allons donner la parole à M. Gaye, mon boy, qui est le responsable du programme à l'endroit des populations clés au niveau de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. À vous, M. Gaye. Ok, merci beaucoup, Dr. Adengra. Merci beaucoup au SSLN qui nous permet de présenter aujourd'hui l'approche LAILO. Alors, comme Dr. Adengra le disait, je suis M. Gaillé, au Boy Aubin Désiré, chargé de programme population clé au niveau de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Et je suis population clé et formateur LAILO. Alors, pour définir c'est quoi le LAILO, en français, c'est un regard interne et regard externe. Looking in, looking out en anglais. Alors, le LAILO, c'est une approche personnalisée qui vraiment assure l'exploration de l'identité du genre, de l'orientation sexuelle, ainsi que tous les problèmes auxquels sont liés, auxquels font face du moins les professionnels de sexe et les personnes usagères de drogue, que ce soit de drogue injectable et de drogue classique. Alors, le LAILO également, c'est une approche qui vise à approfondir la compréhension des personnes, des LGBT,
QI des professionnels de sexe et des UD à travers l'approche d'identification et d'exploration. Alors, le but du LILO, c'est d'aider les participants à progresser vers une adoption d'une attitude plus positive. On parle de l'attitude de soutien, de l'admiration, de l'appréciation et du réconfort envers les personnes LGBT et les professionnels de sexe ainsi que les usagers de drogue. Next slide. Alors, comment est-ce que le LILO est disposé? Quel est le dispositif de cette approche? Alors, c'est un atelier d'une durée de 3 à 4 jours en fonction des populations clés, des thèmes des populations clés qui seront abordés. Quand il s'agit d'aborder la question des LGBT et des professionnels de sexe, ça va de 3 à 4 jours. Et quand on va au-delà, ou si on aborde aussi la question des personnes usagères de drogue, on peut aller jusqu'à 4 à 5 jours. Alors, au cours de cet atelier, c'est maximum 25 participants l'idéal, ce qui est souhaitable. Mais au-delà de ça, c'est pas souhaitable, c'est pas préférable. Et généralement, c'est 15, entre 15, 20 et 25 personnes. Alors, c'est un atelier participatif et interactif qui relève vraiment de plus d'un processus que d'un ensemble d'intrants ou de présentations. C'est pas juste des présentations en diapositives et autres, c'est juste une interaction, des causeries avec tous les participants. Alors, au cours de ces formations-là, c'est des modules spécifiques vraiment liés aux problématiques des LGBT, des travailleurs de sexe, des PVVIH également, et aussi des personnes usagères de drogue. Alors, il y a la participation et l'implication des populations clés elles-mêmes qui feront leur partage d'expériences. Et ces sessions-là sont basées généralement sur les expériences et des populations clés et de tous les participants en fonction de leurs différentes expériences avec les populations clés. L'autre chose que je pourrais ajouter, c'est que dans le dispositif, les formations sont administrées par 2 formateurs, dont un est population clé, est issu de la population clé, et le second n'est pas de la population clé. Alors, ce type-là, c'est pour permettre aux populations clés, aux formateurs population clé d'expliquer son expérience, également son vécu, et permettre aussi aux populations clés qui vont participer à cet atelier-là d'être plus à l'aise. Et également, le formateur qui n'est pas population clé, ça permet à ce formateur-là de donner un exemple aux autres participants qui ne sont pas population clé, de comprendre de savoir que quelqu'un qui n'est pas population clé a pu comprendre la thématique des populations clés. Next slide. Alors, au cours de ces sessions, comme je l'ai dit, nous avons la participation même des populations clés, de chaque type de population clé. Quand c'est un LILO où on va aborder la question des TS, des HSH, des personnes transgenres et des UD. Et au cours de ces formats, de ces ateliers, nous avons un représentant de chaque type de population clé pour faire le partage de leur expérience. Alors, les résultats que nous avons pu obtenir avec cette approche LILO, au total, ce sont pratiquement 728 personnes qui ont été formées sur l'approche LILO de 2016 à 2022 en Côte d'Ivoire. Et je pense que l'expérience avec Alternative qui a continué des formations en 2022, on pourra revenir là-dessus lorsque M. Touré Clavet viendra faire sa présentation. Mais pour l'heure, c'est les résultats que nous avons eus de 2016 à début 2022. Alors, comme résultat, on a pu former 44 formateurs nationaux, dont 30 sont opérationnels qui arrivent à faire des formations. Parmi ces personnes, également, on a pu former 6 représentants du Programme national de lutte contre le sida. Également former 24 parlementaires, dont des députés, des administrateurs de l'Assemblée nationale, ainsi que 164 prestataires de santé, également des assistants sociaux, dont 77 assistants sociaux. Pour ce qui concerne
les forces de l'ordre, on a pu former dans cette période-là 108 gendarmes et 130 policiers. À côté de cela, on a également formé des acteurs religieux qui font partie d'une association de tout ce qui est leader religieux en Côte d'Ivoire. Également, nous avons formé avec l'approche LAILO, au cours de l'approche LAILO, 17 acteurs communautaires des organisations, ainsi que des leaders communautaires, dont 28 leaders communautaires, 26 hommes de médias et également 86 représentants des populations clés, dont des TS, des HSH, des personnes transgenres et des usagers de drogue. Next slide. Toujours en termes de résultats de l'approche LAILO, on a, après 3 années d'implémentation du LAILO de 2015 à 2017, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire a pu faire une évaluation externe de l'impact de l'approche LAILO en Côte d'Ivoire et ça a été réalisé en novembre 2017. Et au cours de cette évaluation, ce sont pratiquement 15 personnes dont des membres de la communauté LGBT, le personnel de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, des membres de la communauté religieuse et le personnel du PNLS qui ont vraiment été interviewés et qui ont participé à cette évaluation externe. Alors, cette évaluation nous a donné quelques résultats. Nous avons enregistré des résultats à 4 niveaux. Le premier niveau au niveau individuel, ensuite au niveau familial et communautaire, au niveau organisationnel et au niveau structurel. Next slide. Alors, les résultats de cette évaluation au niveau individuel, les personnes qui ont été interviewées ont dit comme ça qu'elles ont eu plus de connaissances approfondies sur la question des populations clés. Auparavant, elles n'avaient aucune notion sur c'est quoi une population clé et ces formations de l'AILO leur ont permis d'avoir des connaissances plus approfondies sur les populations clés. Ces formations aussi ont permis de mettre fin à leur niveau, au niveau des préjugés envers les populations clés et également ces formations au niveau personnel, au niveau individuel, a pu relever les besoins d'accroître l'interaction avec les populations clés au niveau professionnel. Alors, pour ce niveau-là, c'est qu'il y a eu un changement des personnes qui n'avaient aucune notion sur les questions de population clés, qui ont participé à ces formations de l'AILO sur la question des populations clés. Alors, au niveau familial, le second niveau, c'est au niveau familial et communautaire. Ces formations LAILO, selon ces personnes qui ont été interviewées, leur ont permis de prendre des décisions et de prendre plus d'engagement à l'égard des problèmes associés aux populations clés. C'est qu'auparavant, elles étaient vraiment neutres. Elles ne s'intéressaient même pas aux populations clés, elles ne se prononçaient pas. Mais après les formations LAILO, après avoir participé aux formations LAILO, elles ont pu prendre des décisions, elles ont pu prendre des engagements à l'égard des populations clés, en faveur des populations clés. Et également, elles se sont engagées à faire des sensibilisations à travers des dialogues avec des familles, des communautés, en vue de faire prendre conscience à leur entourage c'est quoi les populations clés, comment est-ce que les populations clés vivent et comment est-ce qu'il faut comprendre, accepter les populations clés. Next slide. Au niveau organisationnel, il faut dire que des changements significatifs ont été observés de par les différentes interviews. C'est que au sein de ces organisations de populations clés et non populations clés, il y a eu un développement, un engagement plus ferme sur les questions des populations clés. Alors, les populations clés qui ont participé à ces LAILO, elles ont pu prendre également, après avoir participé à ces formations, elles ont pu prendre des engagements même pour pouvoir mieux se faire comprendre en tant que population clé au niveau de l'organisation. Et également, celles qui ne sont pas populations clés, elles ont pu, après avoir participé à ces sessions de l'AILO, elles ont pu faire la sensibilisation au niveau même de leurs collègues, à l'endroit de leurs collègues et autres personnes dans leur entourage au niveau professionnel. Et également, il y a eu des conseils d'administration qui ont été mis en place
pour la promotion du changement en matière de culture et de l'alignement des valeurs des différents employés au, au niveau des organisations qui ne sont pas population clé. Alors, les participants qui ont fait les sessions LILO, à leur retour, ont pu faire remonter l'information au conseil d'administration de leurs organisations pour vraiment prendre en charge la question des populations clés, prendre cela à cœur. Alors, le dernier niveau, c'est au niveau structurel. Il y a eu l'intégration de l'approche LILO dans le plan quinquennal 2021-2025, dans le plan au niveau des droits humains et du VIH et de la tuberculose en Côte d'Ivoire. Le PNLS a adopté l'approche LILO comme une approche vraiment novatrice et une approche qui peut donner des résultats. Également, l'intégration de l'approche, toujours avec le PNLS, l'intégration de l'approche LILO dans le programme, dans la programmation du Fonds mondial depuis 2017 et dans les activités du PNLS. Il faut dire que depuis 2017, sur tout ce qui est financement du Fonds mondial, l'approche LILO est intégrée. Et nous avons également euh, l'existence d'un pool national de formateurs, 44 formateurs LILO. Et le défi pour nous, c'est de pouvoir vraiment redynamiser ce pool national de formateurs et aussi intégrer des formateurs LILO, population clé, issus de la population clé. Il faut noter que c'est un réel défi. Il faudrait former également des populations clés en tant que formateurs. Dans le pool de formateurs, il n'y a pas assez de formateurs issus de la population clé. Alors, le dernier point, c'est la mise en place des points focaux VBG dans les polices, les gendarmeries pour aider à traiter les plaintes en cas de violation et d'atteinte aux droits, des droits humains sur les populations clés. Toutes les personnes des forces de l'ordre qui ont participé à ces formations LILO, après avoir participé à ces formations, ont pu mettre en place des points focaux VBG dans leurs différents services. Sur ce, je pense que ma présentation prend fin. Merci beaucoup. Merci à M. Gaillet. Nous allons poursuivre sur le défi et les perspectives. Merci. En termes de défis, nous avons noté que tout le programme qui est mis en œuvre pour la lutte contre les violations des droits humains à l'endroit des populations clés dépend des financements extérieurs. On a très peu ou bien pas du tout de financement domestique pour ces interventions. Et puis, dans notre réponse nationale, on se rend compte que la couverture médicale pour les survivants de violations des droits humains est insuffisante. L'autre défi auquel nous sommes confrontés, c'est le refus des survivants des victimes de pouvoir aller jusqu'à à la plainte judiciaire. Ils préfèrent faire des règlements à l'amiable. L'avant-dernier défi que nous avons pu énumérer, c'est qu'au niveau des plateformes de notification des besoins des violences basées sur le genre, qui est géré par le ministère de la Famille et de la Femme, il n'y a pas de désagrégation par type de population pour nous permettre de pouvoir analyser quelles sont les populations clés qui ont été victimes de ces violences. Mais on a un système spécifique avec l'Observatoire des droits humains qui nous permet d'avoir des données de violation pour les populations clés. On a également le site www.protection du tout pour tous, qui est géré par le Programme national de lutte contre le sida, qui permet aussi d'avoir les notifications de façon digitalisée des cas de violence à l'endroit des populations clés des PVIH. Nous pouvons dire aussi, nous avons donc, compte tenu de plusieurs plateformes numériques qui existent pour la gestion des violences basées sur le genre, nous souhaitons, notre défi, c'est de pouvoir faire une interopérabilité pour avoir toutes les données qui convergent sur un même serveur, pour pouvoir faciliter l'analyse
des informations que nous recevons. Next slide. Quelles sont les perspectives pour nous? C'est de pouvoir mobiliser des financements au niveau domestique dans le cadre de la pérennisation de nos interventions au travers du Fonds national de lutte contre le sida. Nous avons voulu ici, l'autre défi, c'est d'intégrer le PVIH et les populations clés dans tout ce qui est programme de protection sociale. Nous avons les filets sociaux, nous avons la couverture maladie universelle, nous avons le programme emploi jeune, etc. Et nous voulons que toutes les populations clés, les PVIH qui sont dans nos programmes, puissent intégrer ce programme de protection sociale. Nous voulons développer et intégrer tout ce qui est santé mentale dans notre programme population clé, et également pour les PVIH en vue de réduire l'autostigmatisation. En termes de perspective également, nous voulons inclure les questions qui sont liées au niveau des connaissances en matière de droits humains et puis au niveau de l'acceptabilité de pouvoir aller jusqu'à la poursuite judiciaire. Dans tout ce qui est études qu'on va faire, ces questions-là seront intégrées pour mieux apprécier comment prendre en compte cette situation. Nous allons continuer les plaidoyers pour faire l'interopérabilité de toutes les plateformes de notification des violences basées sur le genre. Et pour finir, en termes de perspective, nous voulons recruter une assistance technique pour pouvoir développer toutes les directives pour nous permettre d'avoir un décret d'application de la nouvelle loi sur la drogue et puis renforcer tout ce qui est appropriation et tout ce qui est implémentation de cette loi au niveau sur le terrain avec les acteurs de mise en œuvre. Donc, sur ce, nous allons maintenant donner la parole à M. Touré Claver, qui est le directeur de Alternative Côte d'Ivoire, qui est une ONG identitaire qui travaille avec le ministère de la Santé pour apporter les soins de prévention et de prise en charge, et également tout ce qui est environnement juridique ou légal favorable à l'accès des populations clés aux services de santé et de prévention et de prise en charge du VIH. Monsieur Clavel, à vous. Monsieur Claver, à vous. Allô, docteur, vous m'entendez? Oui, oui. OK. Je disais que je suis désolé, la connexion est vraiment instable ici, je ne sais pas pourquoi. Merci encore. Je suis Claver Touré, directeur exécutif de l'ONG Alternative Côte d'Ivoire, qui est une ONG identitaire LGBT. Et nous sommes dans la lutte contre le VIH, la protection, la promotion et la protection des droits des LGBT. Et donc, je vais aller un peu droit au but, ce qui a fait que nous avons commencé à faire des sessions LILO à notre niveau. Donc, nous avons eu, avec toutes les sessions LILO que nous avons organisées, que Alliance a organisées, auxquelles nous avons participé, c'est vrai qu'on formait les forces de l'ordre, mais nous avons eu un incident avec une personne transgenre et elle a été violée et par des étudiants et agressée en même temps. Et ce jour-là, elle essayait de trouver refuge auprès des policiers parce qu'elle a vu un cargo des policiers. Et lorsqu'elle est partie trouver refuge là-bas, c'est les mêmes policiers qui ont commencé à la filmer quand ils ont su qu'elle était transgenre et à lui prendre des photos et autres. Et donc, nous avions eu la chance d'avoir formé avec Alliance
des points focaux au niveau du commissariat du 8e arrondissement à Cocody. Donc, nous avons fait appel à l'un de ces capitaines-là qui est arrivé la nuit. C'est les gens même de la CRS qui l'ont appelé parce qu'ils ne savaient pas s'il fallait envoyer la personne transgenre à leur siège au niveau de Williamsville où il fallait la déposer au 8e. Donc, finalement, quand le capitaine est arrivé, comme c'est des gens qui ont été formés au LAILO, contrairement aux agents de la CRS, il leur a intimé lors d'effacer toutes les vidéos et tout ce qui était comme photos dans leur téléphone. Et là, nous avons trouvé ça un peu désagréable que des forces de l'ordre qui doivent protéger les gens et quelqu'un qui est menacé, qui est agressé, violé, qui peut trouver refuge auprès d'eux et que ce soit eux qui commencent à avoir ce genre d'attitude. Et donc, j'ai demandé aux officiers du 8e arrondissement qu'ils puissent accompagner la personne transgenre 2 jours après. On allait voir le commandant de la CRS à Williamsville et il n'était pas là. Il nous a fait recevoir par son adjoint. Et au sorti de là, on a demandé que les 3 officiers arrivent pour présenter leurs excuses. Ils sont arrivés, ils n'ont même pas reconnu la personne transgenre. Ils ont voulu nier, mais elle était partie avec sa perruque. Dès qu'elle a mis la perruque, ils l'ont reconnue. Donc, du coup, ils ont présenté leurs excuses. Et après, le commandant nous a appelés pour nous dire que c'est vrai que les gens, leurs agents vont sur le terrain. Ils n'ont aucune connaissance sur la question des LGBT. Mais avant que ces agents partent sur le terrain, c'est eux, au niveau des camps, qui donnent les instructions lors des rassemblements. Donc, il a fait un plaidoyer pour que nous puissions former ces supérieurs-là au niveau des commissariats, des gendarmeries, et de telle sorte que quand eux vont donner les instructions aux agents qui vont partir faire les patrouilles, et au moins ces agents-là puissent être déjà informés de ce qu'ils peuvent trouver et de ce qui les personnes qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Et donc, il nous a aussi signifié qu'il y a des patrouilles mixtes qui sont composées de la compagnie républicaine de sécurité, CRS, du GMI, du groupement mobile d'intervention, du CCDO, du centre de commandement aussi des interventions opérationnelles, et aussi qu'il y a des militaires maintenant qui se promènent avec eux aussi dans ces patrouilles-là. Donc, nous avons essayé un autre courrier au ministère de, comment on appelle ça, de la Défense. Et donc, le ministère de la Défense nous a envoyé des colonels au niveau des militaires. Il nous a envoyé des colonels au niveau de la gendarmerie. Ils nous ont envoyé un commandant au niveau de la garde républicaine et un commandant au niveau de la marine nationale. Et au niveau du ministère de la Sécurité, ils nous ont envoyé des commandants au niveau de la PLC, c'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Ils nous ont envoyé des commandants de la CRS et des commissaires. Ils nous ont envoyé des commandants du GMI et des commissaires. Et c'est comme ça que nous avons formé ceux-là avec un financement de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Donc, voilà un peu, quand nous avons fini de former, nous avons aussi la brigade moderne. On nous a envoyé aussi des commandants de la brigade moderne et nous avons formé ces personnes-là des villes de Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Boaflé, Bouaké. Bon, le choix de ces villes-là s'est fait sur la base de ce qu'il y a dans ces villes-là des organisations LGBT. Donc, c'est sur cette base-là que nous avons fait le projet. Next slide. Et nous avons remarqué. Donc, nous avons remarqué qu'effectivement, il y avait aussi des violences là-bas. Donc, c'est comme ça que, après la formation, vous avez vu un peu les cas sur les diapos. On a eu beaucoup de cas qui ont été résolus parce qu'après la formation, nous avons créé un groupe typiquement des forces de l'ordre. En plus de ce que
nous avons, comment on appelle ça, le grand village Lailo, où nous avons toutes les personnes pratiquement que moi je forme. Nous avons créé ce groupe-là à part qui est typiquement pour les forces de l'ordre. Donc, dès lors qu'il y a quelque chose qui se passe, ce sont ces colonels-là, ces commandants-là qui appellent pour que la situation puisse être résolue. Donc, voilà un peu comment le contexte dans lequel nous nous sommes retrouvés en train de former ces commandants-là, la méthodologie que nous avons utilisée et puis les quelques résultats aussi que nous avons obtenus. Désolé de ne pas avoir fait next step là aussi. Voilà, merci beaucoup, Dr. Adengra. Je pense que peut-être les questions vont nous permettre de mieux éclairer les uns et les autres. Merci à M. Touré Clavel, le directeur de l'ONG Alternative. Merci pour son partage d'expérience. Et donc, nous allons maintenant donner la parole aux facilitateurs pour conduire les échanges avec les pays membres du réseau d'apprentissage. Merci. So now we're going to break into a question and answer session. I see that there are some questions that have already been posted on the chat. So if our presenters could please respond to those questions. And for any other questions, please feel free to raise your hand and you will be given the floor to speak. Merci. Je pense que dans le chat, il y a eu la question qui demandait c'est quoi l'approche Lailo pour ceux qui n'ont pas pu suivre le début. Nous allons donner la parole à Gaël pour répondre à cette question. Gaël, à toi. Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, quand on a présenté l'approche Lailo, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que Oui, je on suis t'entend. dans une zone un peu... Voilà, donc l'approche Lailo, c'est une approche personnalisée qui vraiment assure l'exploration de l'identité du genre. Au cours de ces formations, c'est vraiment des formations, c'est des causeries, c'est des, c'est un partage d'expériences. C'est pas une formation classique où nous sommes autour d'une table et autres, non. C'est comme, c'est des partages, c'est plus porté sur le partage d'expériences et les modules qui sont dispensés au cours de ces formations, c'est des modules en lien avec la perception même de l'identité sexuelle, de l'orientation sexuelle et aussi des questions où on aborde les questions des, des travailleurs de sexe et des personnes usagères de drogue ainsi que des personnes transgenres et également des personnes vivant avec le VIH. Alors, c'est une approche vraiment qui vise à approfondir la compréhension même de la question des populations clés et au niveau personnel et aussi l'interaction de ces populations clés-là avec les autres communautés. Alors, ça aide aussi, c'est vraiment une session, c'est des sessions qui aident vraiment les participants à progresser vers une adoption d'une attitude un peu plus positive envers les populations clés. Et c'est vraiment une interaction, un partage d'expériences des personnes qui ne sont pas populations clés, quelle était leur perception sur les populations clés et aussi les populations clés elles-mêmes partagent leur vécu, leur quotidien en tant que population clé. Merci. Merci Gaël, tu restes parce qu'on a deux autres questions.
L'autre question, c'était pour savoir est-ce qu'on intégrait les aspects de santé mentale dans notre approche LAILO. Et puis l'autre, c'est comment, quelle politique on a mis en place pour les violences par le partenaire intime chez les populations clés. Est-ce que c'est adressé également dans le cadre de notre approche LAILO? OK, à Alors, toi. bon, je vais répondre à des questions et puis M. Touré Clavet pourra aussi, et Oui, s'il y a il a des ajouts. Alors, pour la question de la c'est santé ça. mentale, c'est vraiment abordé vu qu'on part de l'exploration de comment est-ce que la population clé elle-même s'identifie, comment est-ce que euh, elle se perçoit en tant que population clé, tout ce qui relève de son ressenti, de son vécu et tout ce qui touche à sa santé mentale. Mais c'est que c'était pas, l'approche n'était pas bien développée au niveau de la santé mentale. Certes, on abordait, mais c'est des choses qu'on pourra revoir. Maintenant, au niveau des VPI, je pense que M. Touré Clavet, est-ce que tu peux répondre aussi à ça? Oui. Alors, merci, Gaël. Je vais d'abord rebondir d'abord sur la question de la santé mentale. Je pense que la question de la santé mentale est beaucoup abordée dans le LAILO. Le LAILO est en quelque sorte pour les populations clés comme une thérapie. C'est comme une thérapie parce que c'est un cadre sécurisé. Pour commencer, d'abord, on essaie de mettre tout le monde en confiance. On explique aux populations clés et à tout le monde que tout ce qui se dit au LAILO reste au LAILO. On essaie de créer un climat de confiance qui fait de sorte que les gens puissent parler de leur vécu, des choses intimes qu'ils ont vécues, qu'ils n'ont jamais partagées avec les gens. Le LAILO, je le dis tout le temps, il faut le vivre. À le rencontrer, les gens ne vont pas vraiment comprendre, mais c'est vraiment une thérapie pour les populations clés elles-mêmes. Parce que quand vous voyez des gens qui expliquent leurs histoires et que toute la salle en larmes, eux-mêmes ils sont en larmes, on les laisse pleurer, on les laisse se vider de tout ce qu'ils ont. On se retrouve, vous vous retrouvez avec une personne transgenre qui se retrouve avec les 3 agents qui l'ont violenté dans une nuit, là où elle avait besoin d'aide. Les 3 sont dans la même salle avec la personne transgenre qui est en train de leur expliquer comment elle s'est sentie émotionnellement, comment elle s'est sentie physiquement, parce que ce jour-là, en plus, les policiers l'ont laissée là, elle a dû marcher près de 10 km pour la nuit là pour arriver chez elle. Et quand vous voyez ces agents-là se lever pour présenter des excuses, pour dire qu'ils ne savaient pas, et que vous voyez des gens qui se lèvent après le live dans la salle pour aller acheter des bouquets de fleurs, pour venir donner des bourreaux, pour venir donner à leurs victimes, pour dire que, ah, on ne savait pas, vraiment, il faut nous pardonner. Moi, personnellement, ça a été, je suis formateur, mais ça a été pour moi une thérapie parce que ma maison a été attaquée, j'ai été pris en otage, on a failli me brûler avec les enfants, le bureau a été saccagé, mais je ne pouvais pas en parler comme ça. J'ai été en France pendant 1 mois pour voir un psychologue, mais ça ne m'a pas, je ne dirais pas que ça m'a enlevé totalement, mais c'est lors des LAILO, quand j'ai commencé à raconter tout ça pendant les LAILO, ça m'a permis de me vider. Et des gens qui étaient dans la salle, des policiers qui viennent, qui se lèvent pour témoigner que c'est eux qu'on avait envoyés pour m'enlever. Ils sont venus m'espionner pendant 3 jours. Et l'un d'entre eux allait dire à leur commissaire que non, on ne l'a pas trouvé. Il a dit à ses collègues que ce monsieur ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Des gens qui se lèvent dans la salle de l'AILO qui témoignent. Quand vous voyez un commandant de gendarmerie qui se lève pour témoigner, pour dire non, que lui, il est en train de mettre une milice en place pour exterminer la communauté LGBT en Côte d'Ivoire, et que vous voyez que ce monsieur avait les moyens de se procurer des armes, mais grâce au LAILO, la personne se lève et elle confesse dans la salle, je ne sais pas ce qu'il y a de plus qu'une thérapie, non seulement pour les participants et aussi pour les populations clés. Donc, le côté de la santé mentale, à force de faire parler les victimes pendant ces séances de l'AILO, ça les aide à pouvoir vivre et à oublier ce qui s'est passé un temps soit peu. Pour les violences basées sur le genre, il faut dire qu'avec toutes les stratégies qui ont été mises en place, avec la formation faite par Inda Santé et Alliance Côte d'Ivoire et le PNLS, en formant les points focaux VBG dans les différents commissariats et des gendarmeries, je pense que cette politique-là a été bien
Parce que à chaque fois qu'il y a un cas, nous essayons dans le village Lailo ou dans le village des forces de l'ordre de mettre ce cas-là dans le groupe. Et les gens essaient comment on appelle ça, de réagir. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, les violences ont été réduites un temps soit peu au niveau des forces de l'ordre. Mais même avec les partenaires au niveau intime, dès lors que maintenant des personnes sont violentées dans leurs relations, elles ont le courage d'aller porter plainte pour dire non que voilà ce que mon compagnon me fait subir. Or, avant, elles n'avaient pas cette possibilité-là. Bon, je pense que aussi, on travaille aussi avec le CNDH aussi sur cette question-là, le Conseil national des droits de l'homme, et qui même après un live, on leur a expliqué les difficultés que les personnes transgenres avaient pour avoir une carte d'identité nationale. Aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, le Conseil national des droits de l'homme est en atelier avec certains ministères et certaines ambassades sur la question de la carte d'identité au niveau des personnes transgenres en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ils sont en train de faire cet atelier-là. Et c'est après un live, un témoignage vivant d'une personne transgenre qui n'a plus de documents, qui n'existe pratiquement plus au pays, que le CNDH s'est accaparé de ce sujet-là. Aujourd'hui, nous avons le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui se positionne sur la question des personnes intersexes. C'est encore à la suite d'un live où les représentants du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme étaient là, qu'ils se sont auto-saisis de cette question des personnes intersexes. Donc, voilà ce que je voulais dire. Le LILO, en plus d'être une thérapie, en plus de ce que ça brise les barrières, ça brise le voile et que ça permet aux participants de voir les populations clés en tant que personnes humaines à qui on doit vraiment respecter et donner des droits aussi. Et je pense que c'est au cours des lives qu'on arrive à humaniser ces personnes-là que d'autres voient autrement. Donc, je pense que ces sessions-là, aujourd'hui, nous avons comment j'allais dire ça, des alliés au niveau du Parlement. Et c'est grâce à ces lives-là que nous avons ces alliés-là. Aujourd'hui, quand la loi 226 du Code pénal qui parlait de la question de discrimination basée sur l'orientation sexuelle chauffait dans ce pays-là, nous étions en permanence en communication avec les parlementaires pour savoir comment ça allait se passer. Donc, tout ça, c'est grâce au LILO que nous avons eu ces résultats-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci à M. Touré. Nous allons donner la parole à la facilitatrice s'il y a d'autres questions. Gaël, regarde dans le chat, il y a une question. Monsieur Touré, vous pouvez regarder aussi sur les campagnes de sensibilisation en matière de droits humains. Ils veulent avoir un peu plus de détails. La question de sensibilisation sur les droits humains, c'est vrai qu'on ne fait pas de campagne, nous, à notre niveau, à grande échelle. Mais je pense que au niveau d'Alliance Côte d'Ivoire, il y a certaines campagnes qui se font. Mais l'approche qui est, comment on appelle ça, qui est plus utilisée au niveau du LILO, c'est l'approche individuelle et puis l'approche sectorielle. Donc, on cible un peu ceux que on pense avec qui les populations clés ont des difficultés et qui bloquent les activités de lutte contre le sida. Donc, quand on essaie d'identifier ces acteurs-là, on essaie de faire les formations et les sensibilisations en fonction de ces obstacles-là. Et après, maintenant, on essaie avec Alliance, avec les parlementaires, par exemple, on s'est dit que c'est les législateurs. Il faut qu'on essaie au moins de leur expliquer qu'il y a une population qui existe, qui est une population clé en Côte d'Ivoire, et particulièrement les personnes LGBT. Il faut dire que pendant ces lives-là, les parlementaires ignoraient carrément que
les personnes LGBT existantes en Côte d'Ivoire, même, comment on appelle ça, surtout les personnes transgenres. Et ils ne savaient même pas que c'était les personnes transgenres qui étaient à la session, jusqu'à ce qu'à la fin, les gens puissent témoigner. Donc, les campagnes, pour le moment, vu que les questions de population clé, c'est tellement, tellement délicat, et surtout la question LGBT, c'est une approche individuelle et sectorielle qui est plutôt engagée. Et donc, un peu, on pense que au niveau du travail, les gens qui sont formés font la restitution et essaient de sensibiliser leurs collègues. On pense aussi que ces personnes, en rentrant à la maison, elles essaient de sensibiliser aussi leur famille. Et donc, c'est cette approche-là qui est un peu plus utilisée. Bon, peut-être Gaïa va compléter sur ce point-là. Ok, merci beaucoup, Monsieur Clavet. Pour ajouter à ce que Monsieur Clavet a dit, faut dire que les campagnes droits humains, effectivement, nous faisons des campagnes. Alors, c'est à plusieurs niveaux. On s'était rendu compte que quand on fait les campagnes droits humains, on n'intégrait pas généralement les populations clés. Et en 2022, on a dû faire une campagne droits humains avec même les populations clés pour expliquer un peu aux populations clés leurs droits et devoirs, pour leur faire comprendre qu'ils ont effectivement des droits, mais ils ont également des devoirs. Et ces différentes campagnes-là ont été faites vraiment dans plusieurs régions, dans plusieurs régions au niveau de la Côte d'Ivoire, dont la région du sud-est, la région du centre-ouest et la région même du centre de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était des campagnes qui ont été faites en lien avec le réseau des organisations de population clés, où on a dû passer en revue vraiment tout ce qui est droits et devoirs des populations clés et avec des avocats friendly qui ont vraiment animé ces différentes campagnes droits humains. À côté de cela, il y a des campagnes en direction même des différents secteurs au niveau de la santé, des prestataires de santé, des forces de l'ordre dans les régions du Nord. Parce que c'est au niveau de ces régions-là que vraiment la stigmatisation est un peu plus accentuée en direction des populations clés. Alors, ces campagnes-là ont été faites, mais on dira comme Clavel a dit, c'est pas de grosses campagnes vu que c'est vraiment délicat et c'est étape par étape. Alors, comme perspective aussi, pour terminer, comme perspective, nous avons relégué les campagnes en direction des populations clés au réseau des organisations de populations clés qui auront le lead de faire des campagnes même avec les populations clés. Et maintenant, pour les campagnes en direction des autres autorités, que ce soit les autorités judiciaires, policières et sanitaires, c'est prévu sur la nouvelle subvention avec le Fonds mondial à partir du dernier trimestre de 2024. Merci. Merci, Monsieur Gaye. Il y a Dr Massumboko qui fait partie du bureau pays de l'ONU-SIDA qui voudrait faire des ajouts sur le programme de lutte contre les violations des droits humains en Côte d'Ivoire. Dr Massumboko, à vous. Oui, bonjour, docteur Adingra. Bonjour, chers collègues. Je voulais d'abord, avant tout, féliciter toutes les personnes qui ont contribué à ce webinaire. Félicitations à cette belle présentation sur le LILO et le témoignage d'alternatives. J'avais vu une question dans le chat sur le fait s'il y avait une politique spécifique de protection des droits pour les LGBT en Côte d'Ivoire. En fait, il n'y a pas une loi en tant que telle, mais il y a énormément d'activités, notamment depuis la prise en compte par le ministère de la Santé à travers le PNLS sur la question des populations clés, avec le développement vraiment d'activités spécifiques pour la réduction des risques des populations clés, l'accès aux services, l'accès aux soins, et qui a amené, in fine, toutes ces questions de droits humains par rapport à cette question-là. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont menées pour les documents normatifs pour l'accès aux services de toutes les populations clés qui sont bien détaillées. Et même au niveau des différents ministères, par exemple à travers le ministère de la Justice, il y a ce qu'on appelle l'élaboration du plan quinquennal droits humains, VIH et tuberculose qui intègre tous les partenaires
et qui est l'idée par le ministère de la Justice en collaboration avec le ministère de la Santé sur toutes ces questions qui sont en lien avec le droit humain. Et on s'est rendu compte très vite que le LAILO est un outil très important pour mieux faire comprendre la réalité du vécu des populations clés. Et c'est un véritable exercice qu'il faut développer, qu'il faut encourager. Au jour d'aujourd'hui, les réseaux de populations clés existent. Ils ont mené ce qu'on appelle le CLM, le Community Lead Monitoring, qui a montré clairement des actions spécifiques à mener. Et à ce jour-là, le ROPSI, qui est donc ce réseau des organisations de population clés, a élaboré un plan de plaidoyer spécifique aux questions et seulement d'accès aux soins pour les populations clés, mais également de reconnaissance au niveau des communautés et de manière plus générale. Donc, c'était juste pour dire que même s'il n'y a pas une loi spécifique, il y a énormément d'activités à travers différents ministères. Merci et félicitations pour ce webinaire qui est un partage d'expérience important. Merci. Merci, Dr Masuboko. Je laisse la parole à la facilitatrice du SLLN. À vous. Thank you to the Côte d'Ivoire team for your presentation. If we don't have any more questions, then we will be moving on to key takeaways. So may I please call on our participating countries, Kenya, Nigeria, Tanzania, and Uganda to share their key takeaways. Can we please start with Kenya? Okay, thank you. My name is Obwiri Kenyatta. I work with the Center for Disease Control here in Nairobi and a champion for SSLN. First is to appreciate the team from Cote d'Ivoire for really sharing very robust approaches they've had to address issues to do with human rights and violations that occur for key population. So in summary, some of the things that I was able to pick, and I hope the rest of the team who are here were able to pick, was when you look at the epidemiology, I mean the picture of HIV within Cote d'Ivoire, based on the data presented, about 50% of all new HIV infections are among key populations or linked to key populations. That is quite high. And that when you are also able to observe that violence among KP, when you compare IBBS 2015 to 2020, still remain high over the years. There were some considerable observations, especially reduction among MSM when you compare 2015 and 2020 IBBS. That was something probably the team would be able to elaborate maybe as we go forward, like specifically among MSM, there was some reduction that would be a learning for all of us. The level of violence and the level of HIV infection among KP is also very closely correlated with the national HIV stigma levels among PLHIV. And I think for key population, then it will be maybe double. And you could see there are very high stigma levels followed by human rights violations, which is exhibited through violence against the most vulnerable population, which are the key population. The team have done commendable work trying to do a number of interventions or using different approaches. One of them, which I was able to pick, is that they have had national campaigns and advocacy. The national campaigns aimed at increasing awareness, especially among the key populations. Then number two was working with the different stakeholders on legal processes and engagement around the same concept on how to address violence. And number three was about healthcare worker capacity. And there was a very elaborate plan to do healthcare worker trainings on KP sensitivity and issues to do with the legal processes that they can support the key populations.
Then the second part was around advocacy. There was deliberate efforts to remove political and legal barriers, and they were able to adopt the HIV law, which was, I guess, one of the biggest game changer. Then they formed a number of things. One of them was the National Observatory for Human Rights Group, which was community-led. They had also a human rights technical working group, which then is able to address any matters arising on human rights violations. And then they have got community-led monitoring to a loop that is able to provide feedback on access to services and whatever communities are experiencing. So those are some of the things I was able to pick at that level. Then, and of course, with the implementation of LILO approach, which was looking in and looking out, gave community the efficacy to feel comfortable to come out and address some of the things that are affecting the identity within the community. Of the sharing by alternative, there was largely around how they were able to address the different violations that are done by the agents of law and order. And one of the key take-home message for me there was that they had a very robust and targeted advocacy, especially with the law and order enforcement hierarchy, which I guess is the reason why they were successful, because they targeted not just the people who are going to do the arrest and the violations, but those who are in the command system who are supposed to give those orders, and therefore by that they affected the flow of things. So my take home is that if we were to deal with this, then we have to look at that hierarchy even as we go forward, not just targeting the law enforcers at the local or regional level, but looking at the law enforcers at the national level, those who are the ones who call the shots in terms of giving orders for those kind of violations. I do not take the time for everyone, but I will just sum it up. Those are some of my observations and some of my take-home messages that I would wish to share with all of us. Thank you. Thank you, Okwiri, for sharing your reflections on behalf of Kenya. Can I please call on a representative from the Nigeria team to share their key takeaways? Okay, good afternoon, everyone. My name is Ezinne Okeuchendu. I work for the National Agency for the Control of AIDS in Nigeria. Thank you to the Côte d'Ivoire team for putting this webinar together, and also to SSLN for ensuring that all of us are here to participate in this webinar. Thank you for the wonderful presentation. One major takeaway for me is on the national campaign to raise awareness among the general population on the rights of key population community members, and also on people living with HIV. I had asked on the platform for additional information on this. I would really like if they can share how they plan to do this, and share other documents regarding this so that we can also learn from it. Also on the capacity building of healthcare workers on human rights and the specificity of KP. We have just finished a meeting for law enforcement agencies and key population community members, and also implementing partners, where we brought together law enforcement officers, KPs, implementing partners, networks, and community-based organizations to come together to discuss how we can enhance partnerships for improved access of HIV services to KP community members. We have also just finalized the NCOS PSAT for Nigeria Correctional Service, and one of the key next steps that we identified on that NCOS PSAT was to develop a comprehensive sensitization training syllabus to address human rights, gender inequality, and also gender-based violence. We'll really appreciate if they can also share the capacity building curriculum for healthcare workers
on human rights and specificity that was mentioned during the presentation, so that the Nigerian team can also see what we can adapt from here. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Thank you, Ezene. The SSLN team will make sure that we facilitate that sharing of those learnings. My name is Michael from Tanzania. Okay, thank you. Expect it. I missed out on one major area, which was on community-led monitoring of human rights indicators. We'll also appreciate if that can be added to the package that will be shared with the participants. I'm sure my other colleagues from Nigeria may have one or two things to add. Thank you and over. Thank you, Ezene. We will connect the Nigeria team with the Cote d'Ivoire team to ensure that those resources are shared. I think Michael had unmuted himself to share his key reflections for Tanzania. Michael, please proceed. I was actually the one that muted. I unmuted. I wanted to share some reflections here. Hello? Michael, please proceed. Yes, we can hear you. This is not Michael. This is Dr. Shegwedeji, please. Oh, my apologies. Please proceed. Yes, please. So, I wanted to get some more information about the environment there. I didn't quite get that. It didn't come out quite clearly for me, because in Nigeria we have this Same-Sex Marriage Prohibition Act, and of course with the recent Samoa agreement signed by the government of Nigeria, there has been some resistance by some pockets of groups against anybody they think is promoting the rights of LGBTQI in the country. We have that which we are trying to manage in country right now in the some northern parts of Nigeria. So I really wanted to get some more information because I saw the list of those who attended the LILO, and they had a lot of law enforcement agents and then I saw a lot of people, and it looks like the result was very nice. So it'd be nice if you can please share some of the learnings, the learnings from there. I know there are a lot of them. If you can please share, because I know this is a presentation was quite brief, was an abridged one. So if you can please share a more detailed report of that approach with our team. If we can send it through our NACA tourism, it'd be really nice to get that and see if we can do some bit around that for the key population in Nigeria, not necessarily LGBTQI, but at least for the key population in Nigeria, saying that is more acceptable. We can easily do that, particularly for the FSW and PWID. Thank you and over. Thank you for that. I don't know if we have anyone from the Cote d'Ivoire team who would like to respond to that question and share more details, or will we just share a document with the Nigeria team? Merci. Le document qui détaille l'approche LILO, on va le partager avec notre point focal Boris, plus l'évaluation de l'approche LILO qui a été faite, qui donne un peu plus de détails sur les leçons apprises et puis sur les perspectives pour réorienter l'approche afin d'adresser certaines difficultés qui avaient été constatées. On va partager également à notre point focal Boris qui va mettre sur la plateforme du SLN pour que tous les pays aient accès à ça. Merci. Okay, thank you so much, Dr. Dingra, for agreeing to share that resource. May I please call on the Tanzania team to share their key reflections?
Michael, your hand is raised. Please proceed. To Tanzania. While we wait on Tanzania, can we please have key takeaways from Uganda? Hello, my name is Michael. Can you hear me? Yes, Michael, we can hear you. Please go ahead. The floor is Hello, yours. Hello, Michael. Yes, we can hear you. Please can go you hear my ahead. voice? We can hear your voice. Okay. Thank you for the presenter for the great presentation you have done on Lilo approach. I've learned a lot, and I have key takeaways from Tanzania. One is first of all is the treating everyone with the respect is very important for these key population interventions. Your approach shows how we can see each other as people first before we do anything. And secondly, of course, I have experience with Lilo approach in Tanzania. I've been doing Lilo in 2014 up to 2017, and there's a number of Lilos I've conducted here in Tanzania. For example, the Lilo Voice, Lilo Identity, as we mentioned, Lilo Connect, that was called Key Population, Lilo Key Population Connect, and even Lilo Counseling. So it was very useful. And also raising awareness about human rights is very powerful, and it's crucial to keep teaching and advocate for these rights. And also what is more important to what I've is the key takeaway is reducing stigma is very vital, and this approach helps to break down the negative attitude that may people face. As you have said, that some of the people were confessing that they were doing stigma, some kind of stigma issues, but they didn't know that what they are doing. Also connecting key population with the stakeholders, Lilo approach is very important of course, in our country and country like Tanzania is very essential. So this helps make assure their needs are voiced and heard. Lastly, Lilo creates allies. So it's very important to create allies, and it's very, as you have mentioned, it's a very big achievement. So having supporters who understand and fight for human rights can lead to really change. So in Tanzania, I've seen how these ideas can also transform communities. For example, through various local initiatives, we have worked to reduce the stigma against people living with HIV by humanizing their experience and raising awareness. We have seen significant improvement in community acceptance. So this shows how effective Lilo approach can be. So it's very important. I've seen Lilo to treat. It shows how people can be treated with the respect and raising human rights, stigma, connecting people with stakeholders. But there are challenges of like there's negative perceptions. Like when you do this training, for example, my experience in our country is like you are promoting something. So it's really challenging to tell people that we are not promoting any homosexuality or something, but we are trying to do something which is really helping as human. So thank you so much. Thank you, Michael, for sharing your experiences in Tanzania with the Lilo approach. Lastly, may I please call on a representative from Uganda to share key reflections?
Do we have anyone from Uganda on the call who would like to share their key takeaways? Thank you. I was saying Dr. Shaban, I thought would give us some view, but let me just pick a few comments. I'm Charles Brown. I work with the civil society in Uganda. We offer services for the key and priority populations in different parts of the country in Uganda. One of the key highlights and key takeaways that I've seen is especially in the LILO, is the training of top enforcement leaders. Because what we've seen is here in Uganda, sometimes the enforcement is done by the low cadre enforcement, but these low enforcement cadre get directives from their bosses. So the presenter did speak about involving the leader of police, leader of the army, leaders of those enforcement teams, because ultimately the lower cadre, they operate on their orders. So I think this helps in regulating, for example, in a country like Uganda, would be helping to regulate incidences of where the law enforcers harass and violate the rights of the key and other populations. That was a very major takeaway for me. And then also within the LILO, one of the things that I see as a takeaway is engaging the LGBT community, the key populations, to train them for them to understand their rights, because sometimes people's rights are violated because they even themselves don't know what they're entitled to and what they should fight for. So the involvement of the key populations in terms of training them to understand their rights, empowering their peers to fight, that was a good takeaway that I also think that would be good for Uganda. And lastly, the other one has to do with a CLM, community-led monitoring, the integration of indicators on human rights. This is a good takeaway that we're able to pick responses from the community in terms of what level of violations that are happening. So in brief, those are some few key takeaways that for me, I think are very important for us, Uganda. Thank you. Thank you very much to the Uganda team for sharing your key takeaways, and thank you once again to the Côte d'Ivoire team for that brilliant presentation. Now I'm going to ask that you kindly complete the poll that is on your screens now. I'll give about 5 minutes for everyone to complete the poll.
Slide. Thank you once again to everyone for participating in today's session. All the resources from today's session will be available on the SSLN website. Thank you once again, and we look forward to the next Link and Learn. Goodbye.